C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent avec Arthur en rendez-vous notamment. C'est que y a pas mal de gens qui veulent prendre des formations et en soi c'est bien, je pense, de se former pour comprendre comment ça fonctionne, appréhender la théorie, etc. Mais malgré tout, c'est un métier de terrain. Enfin, un métier. Pour nous, c'est un métier, pas forcément pour nos clients, justement. Mais en tout cas, c'est quand même... Il y a beaucoup d'exécution dans l'investissement immobilier. Donc, il y a du réseau, il y a de l'expérience à avoir aussi pour pas faire des erreurs. Et c'est vrai qu'on constate souvent qu'il y a beaucoup de clients qui prennent des formations, mais qui, malgré tout, ne passent pas à l'action. Et on fait ça aussi de manière qualitative toujours pour nos clients, c'est-à-dire qu'on se refuserait de mettre du PVC à cet endroit-là. En tout cas, on n'en prendrait pas, nous, la responsabilité ou de conseil, parce que l'architecte des bâtiments de France, on est amené à faire plusieurs projets avec lui. Et même toi, en tant que client, Sébastien, finalement, tu es amené peut-être demain à faire d'autres projets avec lui dans Montauban. Et s'il se souvient de ton nom, comme le mec qui a mis du PVC place nationale, je peux te dire qu'il ne va pas t'accorder grand-chose et que toutes les DP que tu vas mettre en mairie, ou les permis de construire à l'avenir, ça passera pas. Et ça, les gens, souvent, ont une vision trop court-termiste des choses. On livre des chantiers, du coup, c'est loué de suite, et le premier utilisateur, c'est le locataire, qui parfois essuie des plates parce que c'est normal, hein, des fois, je veux dire, le plombier, il peut aussi être fatigué et avoir oublié de serrer un raccord comme il faut, ou un truc comme ça, donc ça peut arriver. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut à vous deux, salut Arthur, salut Seb. Salut. Astien. Je suis avec vous deux parce que pour expliquer un petit peu le contexte et mettre un peu on va dire de remettre les choses dans leur contexte, hein, c'est ça, je me répète, mais c'est ça. Sébastien, t'es un client d'Arta Immobilier, c'est ça ? C'est ça. Arthur, t'es un collaborateur d'Arta Immobilier. Exactement. Tu as accompagné Sébastien dans le cadre d'un projet d'investissement. Et donc on est là pour... moi je fais un peu l'animateur, je ne sers pas grand-chose. Voilà. Et on est là pour un peu comprendre comment ça s'est passé, pourquoi Sébastien tu as fait appel à Artae, où t'en étais à ce moment-là dans ton parcours ou envie d'investir. Ça c'est vraiment important, tu vois, que tout le monde sache pourquoi tu as été amené justement à contacter Artae, et puis surtout après comment ça s'est passé et où en est maintenant le projet. Voilà. Donc si tu veux bien, on va te laisser te présenter un peu, qu'on sache un peu qui tu es et que tu nous dises qu'est-ce qui t'a amené à penser déjà à l'investissement immobilier. Merci de m'avoir invité. Alors Sébastien, 36 ans. Du coup, ça fait déjà quelques années que je m'intéresse à l'investissement immobilier. C'était à la suite d'un voyage où on était parti avec ma compagne pendant 1 an autour du monde. À la suite de ça, je me suis dit l'indépendance financière, ce serait bien qu'on s'y attelle. On était un peu chacun au niveau de notre travail à un point où on avait chacun des situations différentes, mais on avait envie de changement. Et du coup, j'ai vu des vidéos sur Internet, j'ai pris une formation, mais j'ai pas fait de passage à l'action. Parce que il me manquait quelqu'un un peu pour me driver, avoir la confiance de ne pas investir dans n'importe quoi. C'était quelque chose d'important. On aurait pu avoir quelques projets, faire quelques projets, mais... le passage à l'action et y aller directement seul, même si la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Et il me manquait un peu un déclencheur, donc c'est pour ça qu'après, à la suite de visionnage de vidéos aussi, d'Artae et de toi Julien sur Instagram, j'ai pris contact avec vous pour en savoir plus sur ce que vous faisiez et comment vous travaillez, quoi. Ok. Quand tu parles, donc on salue Céline qui est ta compagne dont tu parlais, qui a fait tout le projet avec toi, hein. Enfin vous avez vraiment fait le projet ensemble. Quand tu parles d'indépendance financière, tu pensais à quoi à ce moment-là ? C'était quoi l'horizon de temps pour toi ? C'était pas du court terme, mais au début il y avait les vidéos de cash flow, donc c'est sûr ça faisait rêver sur le papier, mais c'était plus de se construire un patrimoine, de se dire pouvoir prendre une retraite plus tôt par exemple, ou avoir une assise un peu financière. À ce moment-là, quand on rentrait dans notre voyage, moi j'avais eu une résidence principale que j'avais revendue et on cherchait d'abord une résidence principale qu'on a achetée.
Mais après, on avait aussi un peu d'argent de côté qui dormait un peu en banque. Et le but, c'était d'investir. Mais bon, on n'osait pas, on n'était pas focus vraiment dans ça. Malgré l'aspect théorie, l'aspect regarder des vidéos ou des contenus sur YouTube ou Instagram. Mais le déclic d'aller faire des visites ou de se prendre en main, tout simplement, il venait pas. Et c'est vrai que du coup, avec une agence comme la vôtre, de passer du clé en main, ça rassure sur cette partie-là, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent avec Arthur en rendez-vous, notamment. C'est que y a pas mal de gens qui prennent des formations, et en soi, c'est bien, je pense, de se former pour comprendre comment ça fonctionne, appréhender la théorie, etc. Mais malgré tout, c'est un métier de terrain. Enfin, un métier. Pour nous, c'est un métier, pas forcément pour nos clients, justement. Mais en tout cas, c'est quand même... Il y a beaucoup d'exécution dans l'investissement immobilier. Donc, il y a du réseau, il y a de l'expérience à avoir aussi pour pas faire des erreurs. Il y a une connaissance de marché très localisée aussi, parce que pour pas trop se disperser. Et puis, il y a la rénovation, les travaux, il y a tout l'ameublement, la décoration, comment on va exploiter, c'est quoi la fiscalité qu'on va adopter, comment on va acheter, comment on va emprunter aussi, comment on finance et tout. Et c'est vrai qu'on constate souvent qu'il y a beaucoup de clients qui prennent des formations mais qui malgré tout ne passent pas à l'action. Par contre, ce sont des clients qui sont quand même plus déjà alertes sur des sujets. Et donc, le langage qu'on peut parler avec eux est un peu différent de celui qu'on peut parler avec des gens qui ne sont pas du tout formés et qui veulent vraiment nous déléguer 100% du truc. Voilà. Est-ce que tu trouves que dans ce cadre-là, et après on verra comment ça s'est passé le process, et puis on laissera aussi Arthur un peu nous remettre le souvenir sur comment ça s'est passé au début, mais est-ce que vous pensez que vous êtes monté en compétence tout au long de ce projet ? Oui, parce qu'on a vu vraiment les différentes étapes entre la recherche, par rapport aux critères qu'on avait fixés ensemble, du budget, de la situation du bien, et après de la compréhension du marché. C'est vrai que moi, nous, l'investissement qu'on a fait ensemble est sur Montauban. C'était une ville que je connais de par mon passé, mais pas sur la partie investissement, et qui est à la fois une ville patrimoniale très belle, tout simplement. Mais et après sur la partie travaux, on a eu en plus dans la partie travaux des fenêtres à changer sous ABF, donc avec des contraintes supplémentaires qui ont été mises en pratique directement avec vous qui avez géré pour la DP sur ça. Et sur le suivi du chantier qui a été, moi je trouve très intéressant pour comprendre les différentes étapes avec les différents corps de métier, du début, on va dire du tout début du projet jusqu'au rendu des clés. C'est ça qui a permis de comprendre un peu toutes les étapes d'un investissement. Et finalement, tu en as fait un deuxième. Oui. Même dans la foulée, ça a donné un peu tout seul, le pied à l'étrier. effectivement, sans notre accompagnement, tout seul, parce que aussi peut-être ça a mis une confiance, c'est juste Arthur, ça a mis aussi un peu Céline et Sébastien en confiance, le fait que ça pouvait se dérouler aussi comme ça. Je vais juste faire quelques précisions pour les gens qui nous écoutent ou nous regardent et ne connaissent pas forcément tous les termes. Bon, déjà, Montauban, c'est une ville du sud de la France qui est pas très loin de Toulouse, qui est dans le Tarn-et-Garonne, un département 82, qui est la préfecture du Tarn-et-Garonne, pour le coup, et qui se situe à peu près à 35-40 minutes de Toulouse, par autoroute assez directe. ABF, c'est Architecte des Bâtiments de France. C'est important de le préciser, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est aussi. L'Architecte des Bâtiments de France, c'est un peu le king de la conservation de l'histoire et des vieilleries dans les hyper centres-villes de grandes villes, de villes moyennes, de partout, même de villages. L'idée, c'est de conserver le patrimoine et tous les éléments architecturaux qui peuvent être inscrits justement au patrimoine de la France. Donc ça va des moulures au plafond, au parquet ancien, au stuc, aux décorations des cheminées. Ça va évidemment à la façade, à la couleur des volets, etc. pour respecter une certaine harmonie aussi dans tous ces périmètres qu'on appelle de plans de sauvegarde. Voilà. Et puis tu as dit aussi DP. Donc DP, ça peut vouloir dire plein de choses, mais là ça veut dire en l'occurrence une déclaration préalable. Donc c'est des déclarations préalables de travaux. Donc c'est comme un permis de construire, mais en plus simple, on va dire. Voilà, en plus simple. Et effectivement, ce sont des choses dont Artae se charge, et puis peut-être il pourra nous en parler, Arthur, parce que c'est toi en l'occurrence qui t'es chargé de ça. Comment ça s'est passé au début, les premiers contacts justement? Tu veux peut-être, Arthur, peut-être revenir là-dessus? On a fait un rendez-vous en visio, comme on fait à chaque fois, qui est vraiment, c'est là la découverte, comme on vient de faire là finalement.
Ça en est suivi un deuxième où on a eu des présentations de simulation d'investissement, donc liées au souhait de Sébastien, à son apport voilà, à l'investissement global. Donc on était sur Toulouse et Montauban quand même au début. C'est vrai. Et Il y a deux hypothèses, une hypothèse d'investissement à Toulouse, une hypothèse d'investissement à Montauban, et la première enfin, en tout cas, on cherchait une opportunité, évidemment. Donc, Et en fait, il y en a eu, je viens de revérifier, il y en a eu 2 sur Toulouse, mais je ne sais pas si j'avais poussé les 2 à l'époque. Mais en tout cas, il y en avait une sûre, et donc il y a un contrat qui a été signé entre nous en octobre. Celle-là a été poussée en novembre, donc ça allait assez vite, avec après Montauban qui arrivait aussi en novembre, peu de temps après. Donc, contrat signé en octobre, des premières propositions déjà dès novembre qui collaient, en tout cas, aux chiffres et au tableau de simulation qu'on s'était donné. Ça aussi, souvent, on a des clients, ça colle, tu vois. Mais il y a aussi du feeling, de l'intuition et de l'affect de la part des clients. Donc, je sais plus si tu te souviens pourquoi tu avais refusé. C'est bien parce que... Je crois qu'on avait rebasculé rapidement parce que c'était plus intéressant, il me semble. Oui, et le premier projet sur Toulouse, il était moins intéressant. C'était pas cœur de ville, ça allait être proche de la nouvelle ligne de métro, mais dans une résidence moderne. Ouais, parce que ville plus chère. Donc Toulouse, forcément, oui, pouvait pas être. Ouais. Après, il n'avait pas de cachet. C'était une résidence moderne, un rez-de-chaussée. Les chiffres étaient là, voilà. mais il n'y avait pas l'affect, voilà. clairement. Ouais, c'est vrai. Okay. Donc, tu as préféré effectivement faire le choix d'aller sur plutôt la deuxième ou troisième proposition en soi, qui était un emplacement meilleur dans une ville moins patrimoniale que Toulouse, mais en tout cas un emplacement meilleur. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça équilibre aussi, à mon avis, la qualité de l'investissement. Et l'emplacement, on peut en parler, vraiment. Ouais. Oui, l'emplacement. Franchement. En fait, à Lyon, vous avez la place Bellecour. À Toulouse, vous avez la place du Capitole. À Paris, vous avez Tour Eiffel. Oui, il y en a plein. Il y en a plein d'autres, mais vous avez, on va dire, le plus connu. Ouais. Et à Bordeaux, j'ai plus le nom, mais c'est la place de la Bourse, je crois, qui est assez centrale aussi. Voilà. Désolé, les Bordelais. Voilà, la Comédie à Montpellier. Et à Montauban, vous avez la place nationale, qui est l'ancienne place royale, d'ailleurs, qui date du XIIIe siècle, il me semble, 1200 et quelques. Je ne suis pas historien, mais voilà, en tout cas, moi, j'aime quand même beaucoup l'architecture d'ici, en tout cas, avec cette brique foraine. Et cet appartement, son adresse, c'est Place Nationale. Donc, on ne va pas donner le numéro, parce qu'on n'a pas envie que les gens viennent faire les curieux. Mais en tout cas, c'est Place Nationale. C'est une galère pour les travaux. mais voilà. Rue piétonne, pas d'accès, tout ça. Mais c'est vrai que l'emplacement est plutôt canon, effectivement. Donc, je comprends que, voilà. Et franchement, moi, le premier, c'est des biens que j'aurais acheté vraiment debout sur la table, sans hésiter une seule seconde. Et c'est rare aussi, nous qui cherchons quand même sur Montauban, d'avoir des biens aussi bien placés, avec du cachet aussi. On va en parler du bien après, mais tu nous détailleras aussi ce qu'on peut trouver comme élément, tu vois, ancien dans ce bien-là. Comment ça se passe justement, comment ça s'est passé après entre vous, une fois que le bien a été trouvé, que tu as fait la proposition? Alors, on a créé un petit dossier sur notre drive avec photos, vidéos, les chiffres, et puis le but c'était d'échanger là-dessus. Puis après, je pense que Sébastien n'a pas eu besoin de réfléchir très longtemps, il a compris l'intérêt. Et donc, après, on a délivré une offre d'achat, on a... tu as visité le bien aussi. Il y a eu de la négo aussi sur le bien. Ouais, j'allais venir après, belle négo. Il était à combien ce bien? 90 000 de mémoire, non? Ou 95 95, mais avant encore, il était plus élevé. Oui, c'est vrai. Il était à 115, 120. C'est vrai que c'est un bien que j'avais visité et qui était loué à l'époque. Je m'en souviens. Ouais, mais longtemps avant, je crois. Oui. Je pense 6 mois avant. Ouais. Je l'avais visité, il était loué et il était à plus de 100 000 euros. Loué. Et donc, effectivement, après, on n'avait positionné personne dessus parce qu'il était loué, que quand t'as mis à louer, il est souvent sous-loué. Quand les gens le vendent, c'est rare. Sauf la différence des deux loyers entre, on l'a vu sur l'acte notarié, le montant du loyer qui était à ce moment-là. Et oui, t'as le dernier loyer. Tu t'en souviens de... C'était 420, si je dis pas de bêtises. 420, aujourd'hui, on répétera tout à l'heure, mais tu loues 690. Voilà, donc c'est plus il y a eu des travaux, évidemment, quand même, on ne loue pas la même chose. Mais effectivement, c'est quand tu regardes sur 20 ans, 25 ans, ça fait une sacrée diff. Voilà. Donc effectivement, je l'avais visité, je me rappelle très bien. Il était loué, on avait laissé tomber tout ça. Et quelques mois après, le réseau aidant aussi, ça revient. Et là, il avait baissé. Il était sous les 100 000, donc il était à 95, c'est ça. Je pense que c'était à 95 ou 97, je sais pas. 95 000, voilà. Et on a tenté une offre à 80 au début, la première. 80, ce qui est très agressif. Pour le coup, pour le contenu de l'emplacement et pour un T2, c'est très très agressif. Donc c'est pas passé.
Non, mais on a eu la contre-offre à 85 000 et qu'on a accepté. Voilà. Et là, ça me fait penser au livre que je n'ai pas lu, mais dont je me souviens du titre, qui est Ne jamais couper la poire en deux. Ben, pour le coup, on n'a pas coupé la poire en deux, puisque on fait 95, 80, 85. Donc voilà, c'est très bien. Je pense que c'est une très belle négo compte tenu de son emplacement qui est franchement premium. Et puis, il y avait des travaux, mais il n'y avait pas non plus... il fallait pas tout casser non plus et tout refaire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il fallait pas non plus... Donc il y a des choses qu'il fallait garder. Tout curer, quoi. Voilà. Les sols, par exemple... Et on n'a pas touché au sol. Ouais. Après, voilà, on a changé du coup, comme on disait, les fenêtres. Où ça a été un poste important. C'est un gros budget. Gros sujet. C'est le gros sujet, le gros poste des travaux. Ouais. Après, du coup, la salle de bain aussi. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, on vous met les photos ici, par là. Enfin, je sais pas où vous les mettez. On vous met les photos, comme ça vous allez voir aussi l'avant et l'après, la taille des fenêtres et la qualité aussi des fenêtres d'époque. Oui, et qui sont très isolantes. Acoustiquement, vraiment. Alors, Maintenant, on a fait visiter là, toutes les personnes étaient là, mais impressionnant la différence entre le bruit extérieur et intérieur. Donc, mais c'est essentiel. Qualité, vu l'emplacement, c'est essentiel. Je veux dire, Place Nationale, il n'y a que des restaurants, des bars, ça bouge tout le temps. Dès qu'il y a une équipe de sport qui joue au national ou quoi, c'est la fête. Le 14 juillet, c'est la fête. Enfin, voilà, donc il y a quand même du bruit. Dans l'immeuble, d'ailleurs, il y a un bar au rez-de-chaussée. Il y a un bar qui s'étale un peu des fois, d'ailleurs, pour rentrer. Et il y a un bar qui fait partie de la copropriété. Nous, on est au second étage, pour le coup, sur votre appart. Donc, et franchement, l'isolation, elle est vraiment surtout très bonne. C'était un gros sujet, parce qu'on était sur des fenêtres grand format, pas rectangulaires et cintrées, en bois. Avec beaucoup de petits carreaux. Oui. beaucoup de petits carreaux. Il y a un remplacement du coup à l'identique. On parlait des ABF tout à l'heure. L'objectif, c'était quand même de ne pas se mettre à dos les ABF, d'avancer, de faire quelque chose de quali, parce que c'est sûr que des fenêtres comme ça en PVC, franchement, ça n'a pas la même tête. Là, on a vraiment de très belles menuiseries. Puis on avait 4 ou 5, je sais plus en tête. Il y avait 3. Ah oui, non, l'autre, c'était... Ouais. Il y avait 3, mais malgré tout, on peut donner un ordre de budget. C'est à peu près un peu plus de 3 000 € la fenêtre, grosso modo, en moyenne. C'est ça, c'est 10 000 € les trois fenêtres. Encore une fois, on vous a mis les rendus, mais c'est des belles fenêtres, il y a du travail. Et on fait ça aussi de manière qualitative, toujours pour nos clients, c'est-à-dire qu'on se refuserait de mettre du PVC à cet endroit-là. En tout cas, on n'en prendrait pas, nous, la responsabilité ou de conseil, parce que l'architecte des bâtiments de France, on est amené à faire plusieurs projets avec lui. Et même toi, en tant que client, Sébastien, finalement, tu es amené peut-être demain à faire d'autres projets avec lui dans Montauban. Et s'il se souvient de ton nom, comme le mec qui a mis du PVC Place Nationale, je peux te dire qu'il ne va pas t'accorder grand-chose et que toutes les DP que tu vas mettre en mairie, ou les permis de construire à l'avenir, ça passera pas. Et ça, les gens, souvent, ont une vision trop court-termiste des choses et n'arrivent pas à se dire, OK, je fais l'effort maintenant, mais à long terme aussi, ça me sera bénéfique parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Voilà, ça, c'est vachement important. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce bien, justement, comment il est c'est un T2 de 43 mètres carrés avec quand il y a un petit sas à l'entrée qui départage 2 appartements, le nôtre et celui d'un voisin. Ce petit sas, il est aussi pas mal parce qu'il est fermé, du coup il coupe la chaleur aussi de par la petite cour. Et ça, c'est un niveau aussi à la fois bruit, mais bon, c'est surtout par rapport aux températures. Les personnes qui l'ont visité nous ont dit c'est vrai qu'il fait frais dans votre appartement malgré les fortes chaleurs qu'on a eues il y a une quinzaine de jours. Du coup, on rentre, on a un coin salon et après une cuisine tout équipée qu'on a fait du coup avec Artail intérieur. Qui plaît aussi à toutes les personnes avec qui on a fait visiter. C'est bon à savoir que ça plaît aux gens qui vont l'utiliser. À la fois la couleur, à la fois les textures, l'équipement. C'est vrai que voilà, ça a été. Et au sol, nous avons des tomates, les tomates foraines, du coup, qui apportent du cachet. Et après, on a un sas qui départage un petit placard où on a mis un ballon extra plat à la place d'un ballon classique, ce qui nous a permis de mettre un lave-linge en dessous pour proposer ça en plus. Buanderie, une petite buanderie pour proposer ça en plus aux clients, aux locataires. Toilette séparée. Non, mais c'est intéressant que tu dises clients, parce qu'en fait, en soi, c'est ça. Oui, ce sont des clients aussi. Le but, c'est de les satisfaire à la fin. Ils ont des exigences, ils payent pour quelque chose. Toi, tu donnes du service. Voilà, c'est vrai. Et après, du coup, on a une chambre avec buanderie et une salle de bain attenante, une salle d'eau plutôt, parce que du coup, on a mis
un grand receveur de douche et avec un beau meuble vasque aussi. Donc, Ouais, et les toilettes séparées. ouais, Les toilettes sont séparées. les donc, toilettes sont séparées, qui est- donc, qui est aussi confortable quand tu vis en couple d'avoir des toilettes. Souvent dans les petits apparts, les WC sont dans les salles d'eau ou de salles de bain. C'est pas vraiment un problème en soi, mais c'est vrai que c'est plus confortable d'avoir un WC séparé aussi. Sauf pour nos clients en Asie, il y en a quelques-uns qui nous disent, donc des Français hein, qui sont expatriés depuis 20-25 ans, à chaque fois me disent non, mais nous on préfère que ce soit dans la salle de bain. Ah ouais, Ouais, parce ouais. qu'ils se lavent après être allés aux toilettes, Ouais. ils vont à la douche. Direct. Comme Ouais. dans d'autres pays, mais Ouais. j'ai eu plusieurs fois la remarque Ouais. là, Malaisie, Vietnam, à chaque fois, ah non, mais moi je préfère. Sinon, il faut mettre des douchettes. Ouais. Voilà, Ouais. mais ça on n'a Ouais, jamais je- fait encore, ouais, ouais. ouais. Jamais vu. Ok. Est-ce que tu peux, donc évidemment on va mettre quelques images, on va partager tout ça sur la vidéo, mais est-ce que tu peux nous donner maintenant quelques chiffres, ça qu'on a plus de mal à partager en images. Du coup, le prix d'acquisition, comme on disait tout à l'heure, 85 000. Ouais. On a eu en tout 40 000 euros de travaux. Ouais. Donc, comme on disait, les fenêtres, la cuisine, le mobilier, on en a eu pour 2500 euros à peu Ouais. près. Et du coup, On a réisolé des murs. Voilà, ce que j'allais dire, on a isolé tous les murs périphériques. Ouais. Parce que du coup, on était en diagnostic G quand on l'a acheté. Donc, les murs, tout simplement, n'étaient pas isolés. Ouais. Donc, on a isolé tout ça. Et voilà, et après, ici, sur la partie salle de bain, du coup, on a refait la douche entièrement, faïencé aussi. Ouais. Donc, et après, on a charge de copropriété, on est à 800... non, ça c'est la taxe. 720 par an. 720 à la charge de copro et 880 la taxe foncière. Ok. Et donc on a dit tout à l'heure, tu loues 690. 690, là, Et ouais. comment t'as monté ton dossier de financement? Comment ça s'est passé déjà pour obtenir le financement? Est-ce que ça a été facile? Et puis, c'est quoi les conditions de financement que t'as obtenues? Donc, en fait, on est allé voir notre banque avec qui on a acheté la résidence principale. Sauf que moi, j'avais une situation particulière. J'avais changé d'emploi au 1er janvier 2023. Je suis sur un poste de commercial avec des commissions. Et la banque, en fait, voulait prendre que mon fixe et pas mes commissions. On était finançable pour ce bien, mais sauf que, comme on en parlait tout à l'heure, on a 2 projets qui se sont lancés à quelques encablures, on va dire. Donc, eux ne voulaient pas nous financer sur les 2 projets entièrement. Et c'est là qu'on a fait appel à tes contacts, Julien, dont le CIC, avec qui ça s'est très bien passé et sur lequel il nous a dit, mais pas de problème. Ton profil, moi je prends avec les commissions, avec une moyenne et avec le salaire de Céline qui est sur un salaire fixe. Et du coup, sur les 2 projets ont été financés. Et du coup, sur celui de Montauban, sachant qu'on a validé le prêt au mois de janvier, si je ne dis pas de bêtises. Donc janvier 2024. C'est ça. Et du coup, on a eu un taux à 4,25. Bon, c'est là où ils étaient les plus hauts. Hein. C'est ça, malheureusement. Mais bon, quand ils redescendront... C'est l'avantage, c'est ça. C'est qu'effectivement, le jour où tu as ne serait-ce qu'un point de différence, on n'est pas très très loin d'ailleurs en soi, le jour où tu as un point de différence, déjà, ça vaut le coup d'aller négocier, puis peut-être 1 fois, 2 fois, et tu sais qu'au pire du pire, les chiffres que tu vas nous donner, c'est ceux que tu auras. Quoi. Tu ne peux qu'avoir encore mieux. Quoi. C'est ça, c'est ce qu'au début, ça pouvait être un frein quand on en a parlé des fois avec des amis, mais les taux sont hauts. Oui, mais ce que je disais, c'est que les taux, après, ça se renégocie. Je l'avais fait à la première résidence principale que j'avais achetée. J'étais parti à 2,80, j'avais fini à 1,60. Et donc, voilà, ça m'avait servi d'expérience pour ça. Et donc là, j'ai dit, le taux, le but, c'est d'avoir la confiance d'un banquier avec qui ils comprennent l'investissement locatif, qui lui-même en fait en ayant discuté avec lui, et pouvoir avoir un partenaire sur 2 projets et peut-être sur d'autres à l'avenir. Pour continuer et casser la barrière du taux d'endettement qui peut être un frein. Totalement. Ouais. Donc, c'est pour ça. C'est quoi la mensualité que tu payes là? Là, on est à 710 €. En mettant combien d'apport? On a mis 25 000. 25 000 euros d'apport. 25 000 € d'apport. Et donc, vous en financez le reste, hein, donc le reste de l'acquisition, les frais de notaire, les frais de garantie, les frais annexes. Et vous avez mis 25 000 € d'apport. Et on avait négocié aussi 4 mois de différé partiel afin de pouvoir que les travaux se fassent et qu'on ait le temps de faire la mise en location et de ne pas trop avancer d'argent. Ouais, donc différé partiel, ça veut dire que tu payes que les intérêts pendant ce temps-là.
Donc il y a 4%, c'est à peu près la moitié de l'échéance, je pense. Ouais, c'est ça, voilà. Là, on était sur entre 200 et 300 euros par mois. Ouais, ok. Mais bon, le but, c'était déjà, ça alléger les charges sur les 4 premiers mois. Et là, on commence au mois d'août à payer la mensualité complète. Et sachant qu'on devra on a un locataire là au mois d'août. Donc, ouais, nickel. Août en plus, meilleur timing pour louer tout ce qui est studio, T2, petite surface. On est vraiment sur un bon timing, donc c'est très chouette pour louer. Donc grosso modo, si je fais le calcul, ça nous fait à peu près 690 de loyer. J'ai 710 de prêt, enfin de mensualité. Donc je suis à moins 20, moins 60 de charges, je suis à moins 80. C'est ça. Moins à peu près 70 euros, on va dire, de taxes foncières par mois. Je suis à 150 euros d'effort d'épargne par mois, c'est ça? Oui, en tête c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. Voilà. Sachant qu'après, on va louer un loueur meublé non professionnel. Ouais. Donc, on va prendre aussi un cabinet comptable. Oui. Donc, du coup, voilà, à peu près, ça va faire du 200 euros de 200 euros par mois d'effort d'épargne. Et à côté de ça, toi, quand tu rembourses 710, tu rembourses du capital. Donc, tu rembourses, je sais pas, on va dire par exemple 350 euros sur, je sais pas le tableau d'amortissement là sous les yeux, mais 350 ou 400 euros de capital par mois sur les premiers mois. Ça veut dire que c'est le pire du pire. Donc, ça veut dire que pour un effort de 200, tu t'enrichis de 400, quoi, grosso modo. Et plus le temps va passer, plus ce capital va grossir parce que les intérêts vont diminuer. Et donc, toi, ton effort d'épargne va rester le même, voire même il va s'améliorer si tu arrives à renégocier tes taux. Donc voilà, tu auras toujours ce levier, et ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est clairement ça. Voire même augmentation de loyer aussi. Augmentation de loyer Parce que aussi. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans nos simulations, nous on partait sur un loyer à 650. Nous on est assez, on va dire, pas pessimiste des fois, mais pas conservateur. Loin. Ouais. Voilà, pour pas vendre du rêve clairement, mais après on incite, si le client investisseur a envie de tenter un peu plus haut, libre à lui, et finalement c'est ce que tu as fait, et je pense que c'est la bonne stratégie aussi. Pour c'est vrai qu'on met tout le temps 650 sur un T2. Moi-même, je loue 650 mes T2 à Montauban. Mais la plupart de nos clients qui achètent des T2 à Montauban louent 690. Et j'en ai un. Ah non, on en a un. C'est il y a une semaine. On en a un il y a une semaine qui loue même de l'autre. Alors, c'est Place Nationale aussi, mais c'est pas Place Nationale, mais c'est une rue qui, vraiment, c'est à 10 mètres. Ouais, c'est à côté. Mais de l'autre côté, il est à 50 mètres à vol d'oiseau de toi. Et lui, il loue 750. Franchement, il nous a mis sur le cul, là. Ouais. 750. Déjà, tu vois, quand tu nous as dit, c'est bon, j'ai loué 690, on a dit chouette, parce que nous, on t'avait dit 650. Donc, tu vois, il n'y a pas de fausse promesse, quoi. C'est du bonus. Voilà, on préfère te dire ça et que ça se passe dans ce sens-là. C'est aussi pour ça qu'on est plus conservateur que vendeur de rêve. Et l'autre client, là, Mathieu, s'il nous écoute, il loue 750. Tu vois. Donc, et on a un autre Mathieu qui loue 690 à l'autre angle, parce qu'il y a 4 angles à la Place Nationale, à un autre angle, on va faire toute la place à côté. Il loue 690 aussi. Pareil, ça fait 45 mètres carrés à peu près, tu vois. Et c'est sous les toits. Donc voilà. Donc on est à peu près dans ces eaux-là, quoi. En tout cas, c'est cool. Il y a une particularité à Montauban, comme dans à peu près 400 villes en France, c'est le permis de louer. Tu connaissais le permis de louer ou pas ? J'en avais entendu parler. Ouais. Après, je connaissais pas les critères, et c'est vrai que quand on avait visité pour faire le devis avec l'artisan qui a fait une grosse partie de la rénovation, on en avait parlé à ce moment-là, et qu'il fallait rajouter des garde-corps aux fenêtres, notamment. Et c'est vrai que du coup, après, là, j'ai fait passer la personne de la mairie pour effectuer le permis de louer. Et bon, elle a eu aucun reproche lors de la visite de l'appartement, tout était nickel, et du coup ça a été validé sous 7 jours à peu près, le temps qu'elle ait tous les documents. Donc on est conforme à la loi par rapport à ça, quoi. Peut-être rappeler le permis de louer, pourquoi il a été mis en place à Montauban et dans d'autres villes aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de logements insalubres, des marchands de sommeil, des centres-villes un peu sinistrés et abandonnés. Alors ça fait un peu dur de dire ça, mais quand on va à Montauban aujourd'hui, c'est heureusement, c'est beaucoup mieux. Mais ça a été mis en place. D'ailleurs, à Toulouse, ils sont en train d'y réfléchir aussi. Un peu comme il y a eu avec l'immeuble qui s'est écroulé, mais voilà, pour aider les centres-villes à avoir de bons logements de qualité, et c'est vraiment important. Donc ça peut faire peur à certains investisseurs, et je pense qu'il y en a qui sont vraiment cassés les dents à acheter des choses. J'en connais aussi qui ont acheté sans savoir qu'il y a des permis de louer. Voilà. C'était très compliqué derrière pour eux. Ouais. La douche froide. On a eu l'exemple... le fait que ce soit une règle subjective de luminosité. Typiquement, il peut y avoir des règles métriques de hauteur, de volume, soit.
Mais par contre, la luminosité, finalement, ils vont pas venir mesurer en termes de lumens combien il y a de lumière. Donc si on se retrouve avec un petit Velux et basta, ça va être compliqué pour louer. Et ça, malheureusement, il y en a plein, ils ne le savent pas. Ouais, Et ce sont des pièges. C'est vrai. Et j'en parle d'ailleurs dans une capsule spécifique sur le podcast Money Tree, qu'on met la description on met le lien dans la description de l'épisode. Comme ça, vous pourrez aller voir pour ceux qui savent pas ce que c'est permis de louer ou écouter la capsule. En tout cas, on essaie d'être assez exhaustif sur le sujet, donc n'hésitez pas à y aller. Pour conclure un peu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les avantages d'avoir été accompagné par Artae et comment vous l'avez vécu avec Céline, tu vois, tout au long du process? Je dirais un mot, c'est la simplicité et la confiance. Fais deux. Ouais, je sais pas trop dire plus, je sais pas trop faire court. Donc, non, moi j'ai aimé, on a eu un très bon feeling dès les premiers échanges, que ce soit avec Arthur ou avec toi. On s'est senti en confiance. On est des gens qui marchent beaucoup au feeling, à la relation de confiance et de sincérité. C'est ce qu'on a trouvé avec vous et avec les services. Et c'est vrai que il y a aussi, on n'a pas parlé, vous aviez mis en place dès le début un groupe WhatsApp où il y avait tous les échanges une fois que l'acquisition était faite par rapport au suivi des travaux avec les vidéos. Dès qu'il y avait une question, ça permettait d'avoir des échanges à la fois rapides et pour être réactif aussi par rapport soit aux artisans, soit aux problématiques qui pouvaient se poser sur le bien. Et ça, on a vraiment aimé. Et après, l'aspect clé en main où ça nous a évité beaucoup d'allers-retours pour faire les devis, pour gérer les travaux par rapport aux clés, par rapport à n'importe quelle intervention qu'il faut avoir. Mais qu'on voit en ce moment en se gérant le deuxième projet. Donc, c'est beaucoup de contraintes et d'organisation. Et c'est vrai que ça nous a enlevé. C'est des choses qui sont à prendre en compte en termes de coûts, mais bon, c'est normal aussi. On va dire, tout travail mérite salaire. Et le but après, quand c'est du salaire, qu'il y a des compétences à la fois qu'on n'a pas et qu'on n'est pas sur place et qu'on n'a pas le temps, c'est un gain de temps parce que c'est à 1 heure de chez vous. Voilà, c'est à 1 heure de chez nous. On n'aurait pas pu faire ça en 4 mois, en ayant aussi la connaissance de bons artisans qui soient à la fois réactifs, qui aient moindre soucis, qui puissent revenir faire des petits détails comme on a eu là sur un petit joint qui dépassait. Mais c'est vrai que c'est des petites choses, mais bon, qui mis bout à bout font que on arrive à une réussite d'un projet de A à Z. Donc, précision d'ailleurs sur ce projet, sur la phase d'ameublement et de décoration, on a travaillé sur un modèle un peu hybride, chose qu'on fait rarement d'ailleurs, ça a dû arriver une ou deux fois. Vous nous avez confié toute la prestation, plutôt modélisation 3D, réflexion autour des ambiances, des listings d'immobilier, etc. Par contre, vous vous êtes gardé l'exécution de cette phase-là, c'est-à-dire d'aller acheter les meubles vous-même, aller les monter, aller les approvisionner, etc. Avec du recul, c'est quoi est-ce que vous avez trouvé ça facile, pas facile? On voulait à la fois faire certaines économies, mais pour nous, en étant à 1 heure, à la fois c'est 1 heure de route, ça peut faire loin et près. Là, juste pour cette partie-là, après on s'était organisé en conséquence, on avait déjà acheté les choses en amont, la shopping list nous a bien aidé. Ça a permis aussi de chiner quelques objets afin de trouver aussi moins cher, des fois d'un meilleur rapport qualité-prix. Le Bon Coin est mon ami, comme on dirait. Mais bon, des fois, on peut trouver des petites pépites qui peuvent faire économiser sur des gens qui déménagent, qui veulent se séparer de certains objets. Bien sûr, il y a des choses où il vaut mieux partir sur du neuf, comme un lave-linge, un micro-ondes, sur tout ce qui est électroménager. Mais sur tout ce qui est objet, des fois, on peut trouver des choses à des prix beaucoup plus intéressants que du neuf. Après, ça demande de l'organisation. Après, ça dépend des métiers qu'on fait, de la distance qu'on a avec le bien aussi. Donc, ça ne nous a pas posé de problème en soi. Et en même temps, ça nous a permis, le jour où on est allé tout amener dans l'appartement pour tout monter, on y est resté le week-end. Parce qu'on tenait à y passer une nuit pour savoir comment la nuisance sonore, pour vivre un peu dans l'appartement comme des locataires
Et c'est là que ça nous a permis de voir que les fenêtres, c'était un soir de match. Ouais. Et le bar était en dessous. On a vu que les fenêtres étaient vraiment niveau acoustique. On n'entendait rien quand c'était fermé. C'était ouvert. On était comme si on était devant la télé. Mais bon, c'était à la fois intéressant parce que c'est des choses qu'après on peut retranscrire lors des visites aux futurs locataires. C'est des petits plus et ça permet de l'utilisation aussi de l'électroménager, de la plaque, du frigo, les sanitaires, de tout vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui marche pas ou qu'il y a un souci ou une fuite. Et comme ça, on sait que tout est impeccable, quoi. C'est vrai que c'est une bonne chose de tester ça parce que souvent, quand on livre des chantiers, du coup, c'est loué de suite et le premier utilisateur, c'est le locataire qui parfois essuie des plates parce que c'est normal, hein, des fois, je veux dire, le plombier, il peut aussi être fatigué et avoir oublié de serrer un raccord comme il faut ou un truc comme ça, donc ça peut arriver. Après, quand tout est refermé, peint et tout, c'est un peu chiant quand même. Mais non, ça peut arriver en soi. Là, par exemple, il y avait un joint qui était un peu mal fait, donc qu'il a fallu refaire et tout ça. Donc, c'est des choses que vous avez vues aussi parce que vous avez vous avez regardé dans le détail parce que vous avez aussi dormi dedans. Donc, ça, c'est cool. Moi, c'est quelque chose que je me dis à chaque fois pour mes biens personnellement, mais je le fais jamais. Tu vois, même les Airbnb, tout ça, on se dit toujours. Et puis après, une fois qu'il y a des gens qui ont dormi, on n'y va plus. Parce qu'on n'a plus envie. Ouais. Après, quand t'as loué sur Airbnb pendant des années, t'as plus trop envie d'aller tester le matelas là-bas. Voilà. Mais ok, c'est une bonne chose de tester. Je pense que quand on peut le faire, c'est bien de le faire au départ. Ouais, effectivement. Puis je trouve ça cool, tu vois, de se dire. C'est ton bien, quoi, tu vois, c'est à toi. C'est ça, et après, du coup, on a pu voir aussi la vie de la place nationale, comme on en parlait, c'est vivant, c'était un week-end, il y avait du monde autant le samedi que le dimanche, et c'est vrai que ça permet de voir vraiment un peu la vie locale, et donc c'est de s'imprégner de ces lieux qui, au final, nous appartiennent, même si c'est d'une certaine façon, c'est une courte durée parce qu'après on met un locataire en place, donc au final les murs nous appartiennent mais plus l'intérieur, mais au moins là on aura un peu goûté vraiment on va dire l'aspect du logement et comprendre un peu ses spécificités, quoi. Merci en tout cas déjà Céline et toi de nous avoir fait confiance. Ça, c'est la première chose. Et merci pour nous avoir un peu fait un retour d'expérience qu'on n'a absolument pas préparé. Vous pouvez en témoigner. Parce qu'on s'est posé là autour de la table. Je ne savais pas trop ce qu'on allait se dire. Mais finalement, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que, Arthur, tu vois des choses à ajouter? Ou toi, Sébastien, tu aimerais ajouter des choses? Moi, si, une question. C'est donc là, il y a le deuxième investissement. Est-ce qu'il y en aura un troisième ou pas? Est-ce que vous en avez parlé? Oui, c'est prévu. C'est prévu, même troisième et plus, mais là on va dire le but c'était de finaliser Montauban, de le mettre en location. Le deuxième projet a beaucoup plus de travaux et on se gère tout, et on veut se faire aussi une partie des travaux parce qu'il y a des surprises comme dans tous les travaux, mais là à la fois on est, comme on disait, on essuie des plâtres, mais ça va nous faire une super expérience pour après la suite. Et après, oui, le but après, c'est de continuer, on va dire. Céline disait 2 par an, ça serait bien. Donc, 2 par an, oui, quand même. C'est des objectifs, mais là, c'est bien, Céline, c'est bien. C'est ça. Donc, c'est le but. Après, le but, c'est aussi penser pour notre petite fille et aussi pour l'avenir, de se constituer un patrimoine. Et donc, ça fait partie des objectifs. Ouais. Ok, trop bien. Merci beaucoup Sébastien encore une fois. Tu remercieras Céline aussi de notre part évidemment, mais elle écoutera cet épisode, j'en suis certain. Merci encore à tous aussi d'avoir écouté cet épisode. On va se retrouver très très vite aussi pour de prochaines aventures, prochains contenus autour de l'immobilier parce que vous savez c'est notre passion, c'est notre dada. Et puis si vous voulez faire pareil que Céline et Sébastien, n'hésitez pas à nous contacter et vous aurez le plaisir d'échanger avec Arthur ou moi directement, en fonction des dispos de chacun, et puis des vacances aussi, parce qu'Arthur il prend pas mal de vacances cette année quand même. Hein, il a été papa, alors il prend pas mal de vacances. Il a bien raison, profiter de la famille et tout ça, et construire aussi pour demain, pour eux, comme disait Sébastien, voilà, pour sa fille, donc tu feras pareil pour la tienne. C'est ça. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.